Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'Arc-en-Ciel. Il s'agit d'un roman de Lawrence publié en 1915. La famille Brangwen habite la ferme du Marais. Le couple a 4 fils et 2 filles. Tom est le petit dernier et il est le chouchou de sa mère. Cette dernière l'envoie à l'école alors que cela ne l'intéresse pas. Il finit par revenir à la ferme où il est plus heureux. Quand Tom a 17 ans, il perd son père à cause d'un accident. Après les départs de différents enfants, Tom reste à la ferme avec sa mère, une de ses sœurs et Tilly la servante. À 19 ans, saoul, il monte dans la chambre d'une prostituée. Cette expérience le trouble et c'est un point de départ à son désir. Cependant, il ne parvient pas à conclure ni avec les jeunes filles aimables, ni avec les filles légères. Un jour qu'il est de sortie, il rencontre dans un hôtel une jeune femme de 24 ans avec qui il a une aventure. L'expérience prend vite fin car cette jeune femme est mariée. Après le décès de sa mère et le mariage de sa sœur, Tom reste seul à la ferme avec Tilly la servante. À 28 ans, il rencontre une femme qui est la nouvelle gouvernante du presbytère. Elle s'appelle Madame Lenski Lydia. Tom apprend qu'elle est d'origine polonaise et qu'elle a 34 ans. Elle est la veuve d'un médecin polonais, patriote et anti-moscovite, réfugié et mort à Londres depuis 3 ans. Lydia a une petite fille de 4 ans qui s'appelle Anna. Lydia et Tom se rencontrent plusieurs fois et ils apprennent à se connaître. Quand il lui demande d'être sa femme, elle accepte. Le début de ce chapitre nous raconte l'histoire de Lydia, de son mariage avec Paul Lenski, de leur vie en Angleterre, de sa vie dans le Yorkshire envoyée pour soigner un vieux pasteur, puis de son envoi à Costey et de sa rencontre avec Tom. Tom et Lydia se marient et elle vient vivre à la ferme de Tom avec sa petite fille. Les relations entre Lydia et son mari sont rarement au beau fixe. Elle connaît des périodes durant lesquelles elle se renferme sur elle-même et vit dans une sorte d'indifférence. Tom a peur de la perdre et il a peur de s'approcher d'elle car il craint le rejet. Tom ressent en lui-même un sentiment violent, avoisinant à la haine. Il connaît également des périodes durant lesquelles il se rapproche. Quand Lydia attend un enfant, elle redevient indifférente, froide et détachée. Tom le prend mal et il se réfugie au Lion Rouge. La fille de Lydia, qui s'appelle Anna, vit difficilement ce mariage. Elle a beaucoup de mal à accepter Tom et elle va jusqu'à lui demander de partir. Elle fait une crise lors de l'accouchement de sa mère qu'elle veut voir mais qu'elle ne peut pas voir car les adultes l'en empêchent. Seul Tom parvient à calmer l'enfant. Tom a un fils mais il ne l'aime pas autant que sa belle-fille. Après l'accouchement, Tom reprend ses relations avec sa femme et il sent qu'elle est toujours éloignée de lui. Il porte la faute sur son fils. Les relations avec sa femme sont décevantes. Tom se tourne vers Anna et ils deviennent très amis. Il prend l'habitude de la mener avec lui dans les auberges tandis qu'il vend des animaux au marché. Anna devient amie avec les amis de Tom. Un jour, Tom décide de se rendre chez la maîtresse de son frère Alfred qui s'appelle Madame Forbes. Il se rend compte que cette femme vit un monde au-dessus de sa condition sociale. Il aimerait entrer dans cette caste et il méprise son existence. Sa femme le sent et elle se plaint de son manque de désir de rester auprès d'elle et de la manière dont il lui fait l'amour. Suite à ces reproches, ils font véritablement l'amour pour la première fois, avant de se perdre encore l'un l'autre. Anna grandit, elle va à l'école, elle ne se fait pas d'amis à cause de son comportement. Elle est à la fois timide et indisciplinée. Elle a 2 demi-frères qui s'appellent Tom et Fred. Quand elle a 18 ans, on apprend qu'Alfred envoie son fils William de 20 ans à Ilkerson comme aide-dessinateur. Puisque son lieu de travail est non loin de la ferme du Marais, William rend visite à son oncle. William a 2 passions, les infrastructures religieuses et la sculpture sur bois. Tom fait en sorte que Will aille avec Anna et ses 2 frères à l'église. Anna tombe sous le charme de son cousin, mais elle ne peut s'empêcher de rire lorsqu'il chante avec sa voix de ténor. William revient plusieurs fois chez Anna. Tom remarque l'attirance entre sa fille et William et il en est contrarié. William finit par demander la main d'Anna aux parents de la jeune fille qui ne sont pas d'accord avec un mariage en mettant en avant le manque d'expérience et le manque de moyens financiers de William. L'idée de mariage ne plaît pas à Tom car cela éloignera Anna de lui. Tom finit tout de même par accepter le mariage.
Il apporte finalement un soutien financier au couple et il l'aide à s'installer dans un cottage appelé la Maison des Ifs. Tom et William se marient. Tom et des invités viennent chanter un chant de Noël dans le jardin du cottage alors que William et Anna sont dans leur lit. Ils vivent tous deux sur un petit nuage lors de leur nuit de noces. Anna revient plus rapidement que William à la vie normale, ce qui ne lui plaît pas. Anna voudrait que Will ne soit pas toujours près d'elle et elle aimerait qu'il s'occupe à quelque chose. Ceci ne plaît pas à William qui aimerait rester avec sa femme. Ils ont leur première dispute. Leur vie de couple sera jonchée de querelles et de réconciliations. Un sujet de discorde est leurs différentes visions de la religion. Anna semble jalouse du lien qui existe entre son mari et l'Église. Sa femme lui reproche ce qu'il aime le mieux, ce qui irrite William. Anna a une vision plus terre-à-terre de la religion et non spirituelle comme son mari. Anna tombe enceinte, mais elle met quelques jours avant de dire la nouvelle à William car elle a peur de son comportement dur et insensible. Anna rayonne durant sa grossesse, mais ce n'est pas le cas de William qui voudrait ne former qu'un avec sa femme. Anna donne naissance à une fille qui s'appellera Ursule. Grâce à la maternité, Anna resplendit. Elle devient Anna Victrice. Environ 10 mois plus tard, Anna est de nouveau enceinte et elle en ressent du bonheur. Avant la naissance d'Ursule, Anna et Will ont été invités chez le baron Shribensky qui s'est remarié et qui a un jeune garçon. Le couple s'est ensuite rendu à la cathédrale de Lincoln. Le souhait de Will était de visiter toutes les cathédrales d'Angleterre. Anna a d'abord été impressionnée par le bâtiment, mais elle a fini par en être irritée. Son mari, lui, était en pleine extase religieuse. Anna lui a parlé des gargouilles. Elle pensait qu'il s'agissait d'une femme représentée par son mari. William lui a répondu qu'il s'agissait de visages d'hommes. Anna a été moqueuse et elle a détruit la passion de son mari qui est maintenant incapable de voir la cathédrale de la même façon. De retour chez eux, Anna est accaparée par son enfant. Will est attiré par la petite église située derrière son jardin. Il l'entretient, il y joue de l'orgue, il dirige les chœurs et il y donne des cours. William place son affection auprès de sa première fille, Ursule. Anna a d'autres enfants. Ils s'appellent Gudrun, Thérèse et Catherine. Elle est toujours heureuse d'être mère. William est harassé par son travail car en plus de son travail de bureau, il a son travail à l'église et ses enfants à s'occuper. William est sujet à des sautes d'humeur qui effraient Ursule qui feint d'en être indifférente. Ursule ne dit rien quand son père lui fait faire des expériences qui la terrifient comme le fait de sauter avec lui d'un pont ou de faire le tour de la balançoire. William prend l'habitude de s'absenter hors de la maison. Il a un début de relation avec une jeune femme rencontrée à l'Empire, mais elle refuse que ça aille trop loin, surtout quand elle apprend qu'il s'agit d'un homme marié. Cette courte expérience donne l'impression à William d'être un homme nouveau. Quand William rentre à la maison, Anna sent qu'il n'a plus la même influence sur lui. Une nouvelle passion naît entre deux. Il voit en Anna une beauté absolue. William s'ouvre à la vie extérieure. Il donne des cours de travaux manuels dans des écoles. Anna donne naissance à un 5e enfant, qui est un garçon. La famille dans la ferme du Marais et celle dans la maison des Ifs vivent deux vies bien distinctes. Tom et Fred, qui sont les frères d'Anna, ont grandi. Tom est allé à Londres où il a connu des personnalités marquantes. Fred est comme son père, il prendra la succession de la ferme. Tom, le père, est devenu un gentilhomme campagnard assez fortuné. Lydia est toujours la même. Un jour, Tom, le père, va au marché. Quand il prend le chemin du retour, il pleut. Il revient saoul et il a un accident de calèche. Quand il parvient à revenir à la ferme, il y a une inondation. Le courant l'emporte, quelque chose l'assomme et il se noie. Lydia se réveille et elle a un pressentiment concernant son mari. Elle l'appelle et Fred tente de chercher son père, mais l'entreprise est vaine. Le corps est finalement trouvé plus tard dans l'eau. Le défunt est placé à la maison des Ifs. Toute la famille est choquée de cette mauvaise nouvelle. Lydia passe quelque temps chez Anna, puis elle retourne chez elle une fois sa maison réparée. Lydia se met à aimer les enfants et à chercher le contact avec ses petits-enfants. Elle tisse des liens avec Ursule, à qui elle parle de ses deux grands-pères, dont elle porte toujours les deux alliances. Ursule doit s'occuper de ses frères et sœurs, qui sont maintenant au nombre de 6. Elle ne se sent pas bien avec les autres gamins de l'école communale qui se moquent d'elle, la taquinent elle ou ses sœurs. Anna envoie ses 2 premières filles au collège, ce qui est un soulagement pour Ursule.
Contrairement à sa sœur, Ursule réussit à l'école. C'est une élève intelligente, mais rebelle à l'autorité. À la maison, Ursule souffre de la présence de tant d'enfants. Elle aime rêvasser et lire, mais elle est sans cesse dérangée par ses frères et sœurs. Ursule, comme son père, apprécie beaucoup la religion. Elle aime le dimanche, car même si elle doit supporter les enfants, elle se rend à l'église. Sa tête est remplie de questionnements, de discours sur la religion. Ursule est en pleine confusion entre ce qu'elle a envie de faire et ce que l'Évangile lui dit de faire. Quand elle a 16 ans, elle rencontre Anton, qui a 21 ans et qui est le fils du baron Shribensky. Il travaille pour l'armée dans le génie. Ursule le rencontre plusieurs fois et elle tombe sous le charme. Les sentiments sont réciproques et ils débutent une relation. Fred, qui est le frère d'Anna, se marie avec une institutrice prénommée Laura. Anton assiste au mariage et il y rencontre Ursule. Anton dit qu'il serait prêt à partir pour la guerre et il pense qu'il est important de défendre sa nation. Pour Ursule, un individu est en dehors de la patrie et elle pense à la finalité de la guerre, c'est-à-dire à la mort. Ils visitent une péniche sur laquelle vivent un couple et un bébé. Le couple n'est pas d'accord à propos du nom à donner à l'enfant. Quand ils apprennent le prénom de leur visiteuse, ils tombent finalement d'accord pour le prénom Ursule. Cette dernière donne son collier au bébé. Après le souper du mariage, Ursule et Anton dansent ensemble sous le clair de lune. En se rendant tous deux vers la ferme, ils s'embrassent. Anton veut la vaincre, mais c'est l'inverse qui se produit, et Anton, ne pouvant dominer Anna, a l'impression d'être détruit. Le congé d'Anton se finit. Avant de se quitter, il lui offre une bague sans valeur et Ursule une photographie d'elle. La guerre contre les Boers en Afrique commence. Avant de partir pour la guerre, Anton vient voir Ursule une journée, mais il est froid avec elle. Elle lui dit au revoir à la gare, mais il ne paraît pas s'en soucier. Ursule travaille d'arrache-pied pour obtenir son diplôme. Elle veut être une femme indépendante, même si cela reniera sur sa féminité. Elle a une sympathie étrange avec Winifred Inger, une maîtresse d'école de 28 ans, moderne et indépendante. Durant un cours de natation, Winifred et Ursule font la course. À la fin de celle-ci, Winifred prend Ursule par la taille, ce qui conduit à un moment d'émotion pour Ursule. Plus tard, Winifred l'invite à boire un thé. Elles se déshabillent tous deux dans un bain à l'eau, puis elles vont se baigner. Winifred embrasse Ursule et l'étreint. Elles deviennent des amies intimes. Winifred présente à Ursule ses idées sur la religion et sur le mouvement féministe. Winifred part à Londres pendant les grandes vacances et Ursule voit sa passion pour elle diminuer. Tom invite Ursule à venir dans sa nouvelle mine dans le Yorkshire. Ursule invite Winifred à l'accompagner. Ursule pense à arranger un mariage entre Tom et Winifred. Ursule s'oppose à son oncle car elle prend la défense des mineurs. Winifred et Tom s'unissent alors dans le rejet des côtés négatifs des mines. Tom fait une demande en mariage à Winifred. Cette dernière demande l'avis d'Ursule qui lui conseille d'accepter. Quelques mois plus tard, ils se marient. Ursule revient chez ses parents. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études. Sa mère attend son 8e enfant et elle est toujours heureuse de ses maternités. Sa fille aînée, au contraire, ressent un malaise car elle court après un idéal. Anna est enfermée dans un monde physique alors qu'Ursule vit plutôt dans un monde spirituel. William est toujours dessinateur, mais son métier ne lui plaît toujours pas. Il se remet à la sculpture sur bois et essaie divers arts. Ursule se remet à repenser à Anton, à qui elle écrit, mais dont elle n'a pas de nouvelles. Les parents d'Ursule veulent qu'elle reste travailler à la maison, mais elle veut de l'action et quitter la maison familiale. Elle désire être institutrice. Ursule idéalise ce métier. Elle espère ne pas reproduire les mauvaises relations professeur-élève qu'elle a connues et elle espère rendre ses élèves heureux et aimants d'elle-même. Elle reçoit une réponse positive d'une école, mais son père refuse de la laisser travailler là-bas car le bâtiment se situe trop loin de la maison. À la place, son père lui trouve un poste de maîtresse à Ilkerson, ville voisine qu'elle voulait éviter. Elle commence ses cours sous la pluie dans une école minable. Elle est maîtresse d'une classe de 5e et elle doit faire cours dans une grande salle composée d'autres classes dont celle du directeur M. Harby. Elle est contre le fait que les autres professeurs fassent des élèves un tout unifié, mécanisé, où il n'y a aucune place à l'aspiration personnelle. Elle doit gérer toute seule une classe de 55 élèves sans aucune expérience. Elle n'arrive pas à tenir sa classe. Elle déteste les autres professeurs, à part Maggie Schofield.
Monsieur Brunt prévient Ursule qu'il faut qu'elle sache garder sa classe, sans quoi soit elle ne va pas tenir le coup, soit le directeur va la virer. Ursule se sent persécutée par Monsieur Harby. Ce dernier intervient souvent dans sa classe et il bat les élèves qui ne se sont pas comportés correctement. Cela fend le cœur d'Ursule qui s'efforce de ne rien laisser paraître. Elle sait que si les enfants ont été battus par le directeur, la faute revient à elle car elle n'a pas su tenir ses élèves. Car elle ne sait pas se faire respecter et que quelqu'un d'autre intervient pour les battre, ses élèves la détestent et la raillent même en dehors de l'école. Le seul moment lumineux est lorsqu'elle obtient sa première paie qui lui donne ce sentiment d'indépendance. Après une insolence d'un élève appelé Williams, Ursule le bat durement. L'enfant en tombera malade et la mère ira se plaindre à l'école. Ursule bat encore quelques enfants puis elle obtient la paix dans sa classe. Agir ainsi la blesse, mais elle n'a pas le choix. Maggie, qui est une suffragette, lui inculque des idées de libération féminine. Ursule veut, dans 18 mois, quitter cette école et aller étudier pour obtenir un diplôme universitaire. Ursule passe du temps dans la maison de la famille de Maggie. Le frère aîné lui fait une demande au mariage, mais elle refuse. William candidate à un poste d'instructeur de travaux manuels à Nottingham. Il obtient le poste. Il faudra déménager, ce qui provoque l'effervescence de toute la famille. Ursule quitte l'école et elle se rend compte de l'attachement qu'elle a eu sans se rendre compte envers ses élèves, envers les professeurs et même envers le directeur qui lui offre de livres. La famille déménage, dort et se réveille dans une nouvelle maison. Ursule débute ses études supérieures. Dans un premier temps, l'université lui paraît extraordinaire, mais ce merveilleux s'enlève au fil du temps et elle s'aperçoit que les enseignants sont aussi secs que des commerçants. Elle reçoit une lettre d'Anton. Cela fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus et il va rester 6 mois en Angleterre avant de partir pour les Indes. Ursule est persuadée qu'Anton va la tirer de sa monotonie et va lui rendre la vie moins pesante. Anton et Ursule se revoient. Leur amour semble intact et il reprend de plus belle. Quand Anton lui pose la question à propos d'un mariage, Ursule dit qu'elle ne désire pas se marier. Anton dit qu'il lui reposera la question plus tard. Pour les vacances de Pâques, le couple prend un hôtel à Piccadilly, puis va en France. À Rouen, Anton a la sensation qu'Ursule va le quitter, qu'elle part à la poursuite de quelque chose d'autre que lui et qu'il ne lui est plus nécessaire. Il en tire une angoisse qui devient quasi permanente. Anton réitère son envie de se marier et de la mener avec lui en Inde. Anton et Ursule se fiancent. Ursule lui dit qu'elle est contre la démocratie, mais pour une aristocratie de naissance. Elle lui dit également qu'il va apporter les choses mauvaises d'ici en Inde tout en se prenant pour injuste. Quand Anton lui demande si elle veut se marier, elle répond qu'elle ne se mariera jamais. Suite à cette réponse, Anton a une crise durant laquelle il se met à pleurer. Il tient à la présence d'Ursule auprès de lui. Ursule apprend qu'elle a raté son examen de bachelier S.A. Elle ne veut plus redevenir institutrice et elle ne veut pas se marier. Elle dit aimer Anton, mais il lui semble qu'elle pourrait aussi aimer d'autres hommes qui possèdent des choses qu'Anton n'a pas. Une amie la convainc d'accepter ce mariage. Le mariage est programmé pour la fin du mois. Ursule étouffe dans ce bungalow prêté par la grande-tante d'Anton. Ils remarquent tous deux qu'ils ne veulent plus l'un de l'autre. Ursule s'en va. Anton écrit à la fille du colonel. Il la revoit et l'épouse. Il s'embarque rapidement aux Indes avec elle. Ursule revient chez ses parents. Elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle écrit à Anton qu'elle va le rejoindre et se marier avec lui. Un jour, alors qu'elle est en promenade, elle rencontre des chevaux menaçants qui lui amènent un sentiment d'angoisse. Anna rentre péniblement chez elle, puis elle tombe malade. Elle pense qu'il serait préférable pour elle de ne pas vivre avec Anton et d'élever son enfant seule. Ursule fait une fausse couche. Anton la prévient par câble qu'il est maintenant marié. Alors qu'Ursule se remet de sa maladie, elle voit un arc-en-ciel qui représente la promesse d'une autre vie meilleure. L'arc-en-ciel est avant tout le roman des tensions. Il y en a entre Tom et Lydia, entre Anna et Will, entre Ursula et Anton. Toutes ces frictions font qu'une entente entre les couples est impossible. Pourtant, au départ, durant la période de séduction, tout se déroule pour le mieux. Ce n'est qu'après le mariage que les choses se gâtent. Les personnes ne semblent voir les défauts de l'autre que maintenant, et les qualités d'auparavant peuvent même se muer en défauts. La principale division vient de deux visions différentes.
l'individualisme et l'esprit de groupe. Anton a l'esprit de groupe. Il lui importe de se faire tuer à la guerre du moment où il agit pour un groupe. L'école doit fonctionner selon un esprit de groupe. Les parents d'Ursule aussi ont une vision de groupe. C'est le cas par exemple quand ils ne veulent pas laisser Ursule partir de l'autre côté de Londres pour faire son métier de professeur. Ursule est profondément individualiste. Les autres personnages le sont plus ou moins, ce qui fait se heurter leurs aspirations avec les normes établies par tel ou tel groupe. Les gens sont sans cesse comme coupés en deux. Il y a d'un côté ce qu'ils veulent et de l'autre ce que la société leur dicte. Ursula sait qu'elle ne veut pas se marier avec Anton, mais sa camarade de classe la persuade du contraire. Anna veut se faire des amis, mais elle n'y arrive pas. Il y a Tom qui aimerait sortir de sa condition après son passage chez la maîtresse de son frère, mais pourtant il est cloué à sa classe sociale. Au début du roman, le conformisme est très présent et doit être appliqué. Par exemple, il y a Lydia qui doit se conformer à la Nouvelle-Angleterre. Au fil du roman, la conformité tend à se distendre car les personnes veulent en sortir. Ainsi, Ursule cherche à se déconformer. Elle apprend l'origine de sa grand-mère qui était presque étouffée. Elle a une aventure avec le fils d'un Polonais, etc. Au final, tout le monde est très seul, emmuré dans eux-mêmes. Par exemple, Ursula finit dans la solitude. Elle est sans Anton, sans enfant. Elle a des relations difficiles avec ses parents. En plus de se retrouver dans la solitude, les personnages sont incompréhensibles pour les autres. Pourquoi Lydia est-elle indifférente? Tom ne le sait pas. Pourquoi Will est toujours dans les jambes d'Anna? Anna ne le sait pas. Pourquoi Anton est-il si froid envers Ursule? Ursule ne le sait pas. Si ce roman est représentatif des frictions, il représente également les évolutions. Premièrement, il y a une montée dans les classes sociales. Tom est un paysan, même s'il devient à la fin un riche paysan. Will est dessinateur, il n'aime pas ce travail, mais il arrive à vivre certaines passions telles que la sculpture sur bois, l'église, le fait de donner des cours. Anton arrive avec le temps à gravir les échelons de l'armée. Deuxièmement, il y a l'ascension des femmes qui est encore plus fulgurante. Lydia est une femme cloîtrée dans sa ferme et elle est repliée sur elle-même. Anna est une femme heureuse dans la maternité. Ursule a un métier, gagne de l'argent et fait des études à l'université. Troisièmement, il y a le pouvoir de dire non au mariage. Dans une première étape, la femme accepte, elle n'a pas trop le choix. En deuxième étape, le couple doit convaincre les parents. Et dans une troisième étape, Ursule n'informe que tardivement ses parents et elle dit non au mariage. Quatrièmement, les personnages ont des relations de plus en plus jeunes. Lydia rencontre son mari à 34 ans, Anna à 18 ans et Ursula à 16 ans. Cinquièmement, les habitations évoluent. On passe de la ferme à un cottage à une maison dans un quartier. Sixièmement, il y a des changements sociétaux importants. La période du roman s'étend environ de 1840 à 1905. Il y a l'industrialisation croissante, le colonialisme, le féminisme. Ursula et Anton voyagent. Anton va même jusqu'au bout du monde pour faire la guerre. Face à tous ces changements, une unité existe. Il s'agit de l'arc-en-ciel qui se retrouve plusieurs fois dans le roman textuellement ou indirectement en parlant de certaines couleurs. Ici, l'arc-en-ciel symbolise la plénitude, la réussite dans sa vie ou l'espoir que sa vie va s'arranger. Une seconde unité parmi les trois générations est le lieu. Les trois couples ont connu les prémices de leur amour sur le chemin qui mène à la ferme du Marais, même si eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Une troisième unité est que les personnages principaux, Tom, Anna et Ursule, ont tous été les préférés de leur mère, du beau-père ou alors du père. Le passé ne semble pas avoir de déterminisme sur la vie future des personnages. Tom n'a connu des femmes que tardivement et il n'a pas beaucoup d'expérience. Or, le couple qu'il forme avec Lydia est plus solide que les deux autres. Anna a été chouchoutée par son beau-père jusqu'à ce qu'elle parte vivre avec son mari. Or, Anna ne s'occupe de ses enfants que lorsqu'ils sont bébés et les délaisse ensuite. Ursule a eu une enfance et une adolescence difficiles car entourée de ses trop nombreux frères et sœurs, et pourtant elle désire devenir institutrice. Puis, dans les nuages emportés par le vent, elle distinguait une légère irisation qui colorait de couleurs délicates une partie de la colline. Et, distraite, elle tressaillait, cherchait la couleur flottante et voyait se former un arc-en-ciel.
En un certain endroit, il brillait violemment, et dans son propre cœur, douloureux d'espérance, elle cherchait le reflet de l'irisation où l'arc devait luire. La couleur s'assemblait, mystérieusement, avec persistance, ne venant de nulle part. Elle prenait forme, devenait un immense arc-en-ciel indistinct. L'arc se courbait, s'affermissait, jusqu'à former une voûte indomptable, une immense architecture de lumière, de couleurs et d'espace, dont les bases lumineuses étaient la laideur des maisons neuves sur les basses collines, et dont le sommet atteignait le haut des cieux. Et l'arc-en-ciel s'élançait de la terre. Ursule savait que les êtres sordides qui rampaient séparément dans leur carapace endurcie sur la face du monde corrompu étaient encore vivants, que l'arc-en-ciel venait de leur sang et frémissait de vie dans leur esprit, qu'ils se dépouilleraient de la corne de désintégration qui les enveloppait, que des corps neufs, nets et nus en sortiraient pour une germination nouvelle, une croissance nouvelle, s'élevant vers le vent et l'eau pure du ciel. Elle voyait, dans l'arc-en-ciel, le symbole d'une architecture nouvelle sur la terre, la corruption ancienne et incurable des maisons et des usines balayées, le monde reconstruit d'une matière vivante de vérité, en harmonie avec la voûte des cieux.